Alors, avant-dernière grande rubrique de cette formation, quand on est product owner, comment est-ce qu'on organise la revue de sprint? On va, comme à notre habitude, revenir un petit peu en détail sur le guide Scrum, qu'est-ce qu'il nous dit concernant cet événement. L'objectif de la sprint review, c'est d'inspecter le résultat du sprint et de déterminer les adaptations futures. C'est l'objectif de la revue, donc c'est un objectif double. La Scrum Team présente les résultats de son travail aux principales parties prenantes et les progressions vers l'objectif du produit sont discutées. Là encore, un objectif double ou un what. Jusque-là, le guide Scrum nous dit qu'est-ce que l'on fait. Un what double. Donc deux why, deux what, c'est un peu logique. Une petite différence là entre le guide Scrum 2020 et le guide Scrum 2017, c'est la Scrum Team qui présente les résultats de son travail. Pendant très longtemps, c'était le product owner qui présentait aux parties prenantes. Progressivement, la Scrum Team a été de plus en plus impliquée dans cette sprint review. Et c'est vraiment une bonne pratique d'impliquer la Scrum Team lors de la sprint review. Ça permet aux développeurs d'avoir accès aux informations qui sont clés dans cette réunion, ou dans cet événement plutôt, puisqu'il peut être constitué de plusieurs réunions, mais notamment les réactions des parties prenantes, les décisions qu'ils prennent, les raisons pour lesquelles ils s'appuient sur un certain nombre de décisions. Ça permet de clarifier, du point de vue des développeurs, un certain nombre d'orientations qui vont être prises par le product owner. C'est pas forcément parce que le product owner il n'aime pas les développeurs et qu'il est méchant et qu'il n'est pas gentil. Parfois c'est des choix contraints qu'il doit faire. Donc on se focalise vraiment sur des objectifs. Pourquoi? Parce que quand l'objectif est clair, les moyens qu'on mettra en œuvre derrière, ils vont être simplifiés. Donc, si on sait clairement pourquoi on fait une sprint review, quel est l'objectif de la sprint review, la manière de faire une sprint review va être simplifiée. Donc, un petit rappel, l'objectif de la sprint review, c'est d'inspecter, donc on fait un travail d'inspection, un des piliers de Scrum, le résultat du sprint. Deuxième élément, de déterminer les adaptations futures. Là encore, pilier de Scrum, l'adaptation. Donc, la revue de sprint, elle repose sur deux des piliers de Scrum. L'inspection, qui est une première activité, un des premiers objectifs à atteindre. Deuxième objectif à atteindre lors de cet événement, déterminer les adaptations futures. Donc, non pas les adaptations en termes de processus, ça c'est la rétrospective. Les adaptations à apporter sur le produit. Faites attention de ne pas confondre les deux événements. Deuxième élément, pour réussir à atteindre cet objectif, concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est la Scrum Team qui va présenter les résultats de son travail. À qui? Aux principales parties prenantes. Pas à toutes les parties prenantes, aux principales parties prenantes. Donc on peut très bien avoir cet événement, la revue de sprint, qui va être scindée en plusieurs réunions. Une première réunion où le product owner et l'équipe vont déjà inspecter leur incrément pour pouvoir rendre compte objectivement vis-à-vis des key stakeholders de la qualité, de la quantité du travail qui a été fait. Est-ce que l'engagement pris en début de sprint, il est respecté ou pas? Et puis, ensuite, c'est plutôt le product owner qui va prendre la main pour aller faire de l'inspection sur les différents artefacts de Scrum, notamment sur son plan de release, notamment sur son backlog de produits, pour voir est-ce qu'on est bien d'accord. L'équipe s'était engagée à faire ça, elle a tenu tous ses engagements, on a un volume à peu près identique là pour les deux prochains sprints, on est d'accord, prochain sprint, on va partir sur ces objectifs-là. C'est des choses qu'on peut entériner lors de la revue de sprint. On va mesurer également les progressions vers l'objectif du produit. On s'appuie sur l'empirisme. À la fin du sprint, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait? Alors je vous l'ai dit, il y a une petite différence avec la version 2017, c'est que là, en 2017, c'était écrit noir sur blanc, le product owner indique les items du backlog de produits qui ont été finis et ceux qui ne l'ont pas été. Alors ça voulait dire forcément qu'il y a un échange, une préparation ou des échanges réguliers entre le PO et son équipe ou ses équipes. Dans certains cas,
quand on a une définition de fini qui n'est pas encore très élaborée, on se retrouve avec des négociations en fin de sprint. On considère que c'est fini, ou c'est pas tout à fait fini, ou ça correspond bien à la définition de fini, mais c'est pas super propre. Est-ce qu'on met quand même en prod? Bon bah, on va se retrouver avec un product owner qui va faire crédit à l'équipe ou l'équipe qui va avoir une dette vis-à-vis du product owner. Il faudra rembourser de la dette, ça peut être de la dette technique, de la dette opérationnelle. Grosso modo, pour être satisfait de notre travail, il manque des trucs. Ça, on va l'identifier, on va le communiquer clairement. Par exemple, si on fait une démonstration du produit, on peut informer un certain nombre de parties prenantes clés que oui, il y a des petites choses qui ne marchent pas telles qu'on l'imaginait au début, ou il n'y a pas encore les interfaces graphiques, donc c'est pas très joli, mais c'est fonctionnel. Donc ça, c'est des choses qu'on s'engage à faire par la suite. C'est des éléments qu'on va identifier, qu'on va potentiellement repositionner dans le backlog de produits. Alors la dette technique, ce n'est pas que ça, hein. Et d'ailleurs majoritairement c'est pas tout à fait ça, mais on peut l'assimiler, voilà, à de la dette technique. Deuxième élément qu'on avait dans le Git Scrum version 2017, le product owner informe les stakeholders de l'état du backlog de produits. Il ou elle affine et ajuste les dates prévisionnelles et celles de livraison en fonction des progrès réalisés à ce jour si nécessaire. Donc là encore, on avait dans cette version 2017 de Git Scrum cette double activité de faire le bilan sur ce qu'on vient de faire en inspectant le résultat du sprint, donc c'est-à-dire les backlogs de sprint et l'incrément. On regarde, il reste des trucs dans le backlog de sprint ou pas, et ça repart dans le backlog de produit, on informe les stakeholders qu'on n'a pas pu tout faire. Et puis, on regarde qu'est-ce qui a été fait, c'est-à-dire l'incrément. Donc c'est vraiment de l'inspection des artefacts Scrum. Ok. Deuxième élément, on observe le backlog de produits. C'est-à-dire que là, on va faire de la prospective, on regarde qu'est-ce qu'il y a maintenant dans le backlog de produits. Peut-être qu'on a remis des choses qu'on n'a pas terminées dans le sprint. Ben, ça vaut le coup de voir, est-ce que dans ce nouveau contexte, on est toujours capable de se projeter sur le sprint prochain, ou est-ce qu'il faut s'adapter? Alors évidemment, cette inspection formelle, elle ne va pas se faire de la même manière suivant le résultat du sprint. Ce ne sera pas du tout la même musique si l'équipe n'a livré que 10% de ce qu'elle s'était engagée à faire ou si elle est livrée 100%. Voire même si elle a pris de l'avance sur le sprint suivant. Et il faut bien qu'il y ait un échange avec les parties prenantes et de la transparence. Bon ben voilà, du coup on a fait les trois piliers de Scrum, hein, transparence, inspection, adaptation. Pour que les principales parties prenantes aient une vision claire de comment est-ce que ça avance, comment est-ce que le développement se passe, est-ce qu'on est plutôt en avance, plutôt en retard. Ça, c'est important qu'il y ait de la confiance qui s'établisse entre les principales parties prenantes et l'équipe Scrum. C'est de cette manière-là que l'équipe aura de plus en plus de crédit et de plus en plus de possibilités de gérer elle-même sa propre adaptation, de s'auto-gérer. Bien évidemment, quand la situation va mal, il y a un certain nombre de décideurs qui ont tendance à vouloir remettre la main sur le contrôle et amener l'équipe ou forcer l'équipe à changer un certain nombre de processus. On n'est pas forcément dans de l'agilité, on n'est pas forcément face à des managers agiles dans ce contexte-là, mais toutes les organisations ne sont pas toutes très matures en agilité. Il faut bien commencer à un moment ou à un autre. Donc faites attention à ne pas minimiser l'importance de la dette technique ou de la dette opérationnelle qu'on va engranger sprint après sprint. Ça aura forcément un impact à un moment ou à un autre. Cette dette, il faudra la rembourser. Et si on ne l'a pas remboursée et qu'on met le produit en production et qu'on décommissionne l'équipe, ça coûtera beaucoup plus cher de la rembourser tard que de la rembourser tôt. C'est pour ça qu'on appelle ça de la dette d'ailleurs. Plus vous traînez à rembourser une dette et plus les intérêts s'accumulent. C'est exactement pareil. Voilà pourquoi on appelle ça de la dette technique. Enfin, là on est toujours sur la version 2017. L'ensemble des participants conviennent de ce qu'il faut faire pour la suite, de sorte que la revue de sprint fournisse une contribution précieuse au prochain sprint planning. Alors pourquoi je vous ai mis cette version 2017 du Git Scrum? Et on verra qu'il y a encore d'autres détails opérationnels derrière dans la version 2017, parce que la version 2020 a été fortement réduite. Et elle porte plus sur des enjeux, hein, sur le pourquoi, plutôt que sur le comment. La version 2017
fournissait beaucoup plus de détails sur comment on conduit une revue de sprint. Quelles sont les bonnes pratiques pour conduire une revue de sprint. Voilà, c'est la raison pour laquelle on décortique un petit peu cette ancienne version du guide Scrum, parce qu'elle nous fournit des informations précieuses, et par expérience, c'est vraiment des bonnes manières de faire. Vous pouvez également avoir certaines questions lors de l'examen qui portent sur cet événement, et c'est bien d'avoir en tête l'historique de où on en est aujourd'hui. Scrum.org n'a pas révisé intégralité son fond de plus de 800 questions. On a des questions qui portent encore sur des versions antérieures de Scrum, même s'il y en a des nouvelles qui apparaissent, même s'il y a eu des mises à jour dans les questions. Il y a encore, enfin, au jour où j'enregistre, il y a encore des résidus sur certains examens. Donc ce point qui consiste à nourrir les prochains sprints, c'est souvent négligé par la plupart des équipes. Il y a des gens qui se contentent de faire une démo, puis la prospective, on laisse un peu de côté. C'est vraiment, la revue de sprint, c'est vraiment aussi un bon moment pour se mettre d'accord avec les parties prenantes. Est-ce qu'on est bien d'accord sur la priorisation des items du backlog? Ça peut être le dernier moment, la dernière occasion de l'affiner avant le sprint suivant. S'il y a un désaccord, on peut encore corriger. On a encore un petit peu de marge de manœuvre. C'est pas quand le sprint suivant sera commencé qu'il faudra prendre conscience que finalement on aurait souhaité avoir cet élément-là, c'est vraiment essentiel. Ce qu'on constate aussi parfois, c'est que quand on fait régulièrement ces démonstrations de produits et qu'on prend la température sur quoi on va travailler demain, ça peut être une occasion aujourd'hui, ça peut être une occasion, pour prendre conscience ou faire prendre conscience à certaines parties prenantes, notamment très souvent des utilisateurs, que le produit qu'on met à leur disposition, il leur permet de s'affranchir d'un certain nombre de solutions qu'ils avaient imaginées. Il y a par exemple des utilisateurs qui souhaitaient avoir une calculatrice intégrée à l'application et trouvaient que c'était indispensable, ça faisait partie de leur priorité très haute. Et à partir du moment où ils ont le MVP entre les mains, ils se rendent compte que la calculatrice, ils en ont quasiment plus besoin. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient l'application en termes de process métier, c'est-à-dire de la manière dont ils travaillent aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils utilisent une calculatrice très souvent. Là, ils sont sur une application digitalisée, les calculs ils sont automatisés, leur calculatrice, ils n'en ont plus besoin. Mais ça, un utilisateur lambda, il va avoir du mal à se projeter. Donc, la revue de sprint, c'est vraiment une étape qui permet de faire de la prise de conscience, de reprioriser des éléments. Vraiment, n'oubliez pas cette deuxième partie de on se projette. Qu'est-ce qu'on envisage sur les prochains sprints? Est-ce qu'on est toujours en phase sur les objectifs de la release, sur les objectifs du produit? On inspecte ces éléments-là. Et enfin, l'ensemble des participants devait réviser les priorités du produit en fonction des évolutions du marché et potentiellement reprioriser certains éléments du backlog, revoir le budget, les délais et anticiper sur la prochaine release. C'est ce que je viens de vous dire, c'est ce qui est écrit dans le guide Scrum. C'est vraiment la revue, c'est deux grands axes, faire un bilan et éventuellement une démo. On ne fait pas forcément une démo à chaque revue, c'est même pas une bonne pratique, je pense. Par contre, on fait de la prospective à chaque revue. On entérine un certain nombre de prises de décision. Alors, une fois qu'on a vu ça, que par exemple on fait une démo aux utilisateurs, et puis on a un ou deux managers de présents à cette démo, ça suffit. Et puis derrière, on fait une réunion de prise de décision, où tout de suite c'est encore frais dans la tête des managers qui ont participé. Voilà comment le produit est accueilli. Est-ce que la priorité c'est toujours ça? Est-ce que, et là on va s'adresser aux managers des utilisateurs, pas forcément à des managers qui sont très éloignés des besoins du produit. On va plutôt s'adresser à des managers qui sont concernés par le produit. Est-ce que vous validez? Est-ce que vous entérinez? Est-ce que vous considérez toujours que c'est pas intéressant de mettre plus de budget? Peut-être que là ça va déclencher de la prise de décision. Ou au contraire, vu l'accueil glacial qui est fait, c'est sur cette solution technique,
il faut peut-être au contraire réduire le budget et arrêter de dépenser beaucoup d'argent pour quelque chose qui ne crée visiblement pas de satisfaction. Il va falloir consacrer plus d'argent au change management qu'à de nouveaux développements. C'est des décisions à prendre. Et l'agilité permet cette prise de décision qui va maximiser les chances de réussite d'un projet, qui va maximiser la valeur d'un produit.